Salut, bienvenue à la 6e page, on discute lecture façon book club. Et je suis ravie de revenir ici avec ce premier épisode qui inaugure finalement la série des updates mensuels, puisqu'effectivement c'est quelque chose que je ne faisais pas avant et que je compte bien mettre en place là en 2026. Et avec donc, c'est pas compliqué à comprendre, de toute façon c'est juste un récapitulatif de mes lectures du mois, sans rentrer dans le détail des statistiques et tout, parce que je garde ça plutôt pour la fin de l'année. Là c'est plutôt histoire de passer en revue un petit peu toutes mes lectures qui ont composé le mois. Et pour moi, c'est vraiment beaucoup moins de frustration que quand je faisais des épisodes uniquement thématiques. Là, voilà, je peux vous parler de tout, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et je trouve ça très chouette. Vous voyez aussi la quantité de lectures différentes, puisque je suis quand même assez... j'ai des goûts assez éclectiques. Donc je trouve ça chouette aussi de pouvoir passer en revue plusieurs trucs, parce que c'est vrai que dans mon top annuel, il n'y a pas forcément des trucs hyper variés, quoique en vrai ça va quand même. Mais c'est vrai que là, on voit plus aussi les essais, je ne sais quoi d'autre. Et ce mois-ci a été plutôt un excellent mois de lecture, puisque, dans le sens du nombre de livres, parce que sinon ça a été quand même assez mitigé. Il y a du très bon, mais il y a eu aussi du vachement moins bon. Mais en tout cas, j'ai lu en janvier 8 livres, ce qui est plutôt cool, et ce qui a clairement été possible par la lecture audio, puisque effectivement en 2025 j'ai fait un petit peu entrer les lectures audio dans ma vie et que ça a quand même beaucoup augmenté mon rythme de lecture. Enfin, en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai moins lu en 2025 qu'en 2024, mais c'est juste qu'en 2025 j'ai été plus occupée aussi et donc il y avait quand même un certain nombre de lectures audio qui ont pris la place finalement de parfois juste la musique quand je fais mes tâches ménagères. Et ce mois-ci, il y a 2 livres audio. En général, j'essaie d'en lire genre un par mois, mais voilà. Et là, il y en a 2 parce que tout simplement, il y en avait un qui était extrêmement court. Vraiment, c'était 1 heure de lecture audio, donc bon, je l'ai compté quand même, mais en vrai, c'était vraiment minime. Mais bref, je vais tout simplement les passer en revue dans l'ordre de lecture. Et j'ai donc commencé l'année 2026, et donc ce mois de janvier, par Chère Jane Austen de Béatrice Egemar, qui est publié en brochet chez City Edition. Et je ne savais pas du tout, mais c'est un tome 1, voilà, qui amène effectivement une suite. En effet, la fin est assez ouverte, on comprend aisément qu'il peut y avoir une suite, même si en soi, ça peut totalement se lire en un tome également. On y suit Anne Spencer, qui est une jeune fille très romantique, qui lit énormément, et qui est globalement tout le temps plongée dans de la fiction, même embourbée jusqu'au cou, avec une imagination débordante et une petite recherche de frissons, d'amour et de sensations. En fait, elle m'a fait beaucoup penser à Catherine Morland, pour ceux qui ont lu Northanger Abbey de Jane Austen, ou qui ont vu le film d'ailleurs. Voilà, il y a vraiment un... Enfin, moi j'ai trouvé une grosse inspiration de ce personnage, plus que d'autres de Jane Austen. C'était vraiment pour moi le personnage à qui elle ressemblait. Et donc cette jeune fille va nous amener petit à petit dans une sorte de cozy mystery, ce qui a été vraiment une bonne surprise pour moi parce que je ne... Enfin, vu que j'avais pas lu le résumé, je pensais que ça allait être une romance. Et finalement, pas tant que ça. On a cette jeune fille qui va découvrir les livres de Jane Austen alors qu'elle rend visite à sa cousine pour l'aider avec ses enfants, puisque sa cousine est un petit peu débordée. Et elle va commencer à écrire à la romancière et va naître comme ça une sorte de correspondance entre elles deux. Et on a en parallèle de ça un homme qui va décéder dans le village où elle se trouve. Et sa mort est assez suspecte, donc elle va commencer à se dire est-ce qu'on n'aurait pas affaire à un petit meurtre. En parallèle, on a également la rencontre avec un beau et taciturne jeune homme. Donc Anne est persuadée d'avoir rencontré son monsieur Darcy, puisque effectivement elle vient de découvrir Orgueil et Préjugés. Et donc elle va parler un petit peu de tout ça dans ses lettres à Jane Austen, et elle va essayer de démêler le vrai du faux, tout en essayant de tirer cette relation au clair, d'apprendre un petit peu à connaître monsieur Darcy. En gros, plein de trucs qui peuvent se passer dans la tête d'une jeune fille de 17 ans. Et puis on a Jane Austen qui va lui répondre, qui va essayer de modérer un petit peu ses ardeurs, et puis la ramener un petit peu sur terre. Donc ce livre, ça a été plutôt une bonne lecture, ça m'a beaucoup amusée, ça m'a permis de découvrir encore un autre livre qui se passe au 19e siècle en Angleterre, puisque c'est vrai que je suis tout le temps à la recherche de ce genre de lecture. J'en ai fait des excellentes et j'en ai fait des vraiment pas terribles.
Celle-ci rentre dans les lectures sympas, mais vous voyez, là, ça fait un mois que je l'ai lu, j'en ai guère de souvenirs. Enfin, je m'en rappelle parce que c'est assez simple, l'histoire, mais ça m'a pas marqué non plus que ça. C'était sympa, je sais pas encore si je vais lire la suite. D'autant plus que j'avoue que ce qui m'a un petit peu déçue, c'est que les lettres, enfin la correspondance entre Jane Austen et Anne m'a paru très très pauvre en vocabulaire et en même... Enfin j'ai trouvé que c'était assez insignifiant finalement, que ça apportait pas grand chose à l'histoire. Il y aurait pas eu Jane Austen et elle aurait juste lu son livre et comparé à Monsieur Darcy, ben ça aurait été pareil pour moi. Genre le personnage de Jane Austen n'a rien apporté malheureusement à tout ça. Et je trouvais effectivement que les lettres écrites par Jane Austen ici euh, étaient un peu décevantes. Enfin, voilà, je m'attendais à un peu plus de grande littérature et c'est vrai que bon, c'était... Enfin, voilà, on m'aurait dit elle écrit à sa cousine, j'aurais dit bah oui, absolument. Donc voilà, sympa, pas forcément une giga recommandation, mais voilà, si vous voulez passer un chouette moment dans une lecture style 19e siècle en Angleterre, petit cosy mystery, voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. J'ai ensuite lu La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez, donc là qu'on pourrait plutôt qualifier de littérature générale, et c'est publié en brochet aux éditions Récamier et en poche chez Pocket. Ici, on se trouve donc en février 2022, au départ de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, donc vraiment voilà les premiers jours du conflit, et on va découvrir un petit peu le quotidien de deux danseurs, donc un couple de danseurs du ballet de l'Opéra national de Kiev, qui vont être happés par cette guerre. Ce sont deux danseurs étoiles qui vivent donc dans cette ville et qui au début n'y croient pas tellement. Ça paraît, en fait, je pense que ça paraît tellement lointain, tellement des choses qui se passent ailleurs dans le monde qui peuvent pas arriver à notre propre pays. Et voilà, ça j'ai trouvé ça assez réaliste de voir comment finalement ça te tombe dessus alors qu'il y a tellement de choses qui arrivent et qu'en fait, ben c'est très difficile à croire, je pense, au début et à capter dans quel contexte on va finalement se trouver. Très rapidement, on a Dimitro, l'homme donc qui va s'engager dans l'armée. On a sa femme Svitlana qui va également s'engager, mais elle en tant que secouriste. Et voilà, ils vont se retrouver tous les soirs et on va découvrir, nous, à travers leur expérience, tout simplement, plein d'aspects de la guerre, vraiment de façon intime. Hein. On va les voir rencontrer d'autres personnages qui s'engagent, d'autres qui ont peur, d'autres qui subissent, enfin voilà, un petit peu tout. Des gens mutilés, et puis aussi découvrir comment les amitiés vont évoluer, c'est-à-dire il peut y avoir des amitiés extrêmement solides qui vont se nouer avec des gens avec qui à la base on n'a rien en commun, puis à la fois des amitiés qui vont se briser tout simplement, surtout dans ce contexte également de propagande russe, donc forcément c'est vrai que la Russie a une énorme place dans le monde du ballet, donc forcément ce couple de danseurs a eu énormément d'amis russes, ils ont dansé avec d'autres danseurs russes qui vont croire à cette propagande comme quoi ou ils l'ont mérité ou c'est pas aussi grave que ils le disent et c'est pas du tout ce qu'on montre à la télé. Et donc surtout le but de ce livre c'est d'interroger la place de l'art et de la beauté au cœur de la guerre, au cœur de la dévastation. C'est un livre qui est très dur, qui est aussi assez beau. Clairement, on peut qu'admirer le courage qu'il a fallu aux volontaires qui se battent, ceux qui soignent, ceux qui aident. Et donc voilà, on a toujours cette question, quelle est la place de l'art dans tout ça? Est-ce que c'est nécessaire dans ces moments destructeurs? Est-ce qu'il faut continuer à l'exercer, à l'éprouver, à le vivre? Est-ce que l'art peut être une manière de s'engager dans ce genre de conflit? Est-ce que finalement, entre guillemets, c'est utile? Moi, j'ai trouvé que c'était un roman très intéressant, qui était aussi fort, mais il m'a manqué un peu peut-être de puissance, parce que nos deux danseurs étoiles, donc qu'on suit tout au long du roman, ont un peu ce statut intouchable, mais comme tout simplement on peut le ressentir avec des danseurs étoiles. Moi, j'adore l'univers de la danse classique, et c'est vrai que il y a ce côté, un peu, c'est des gens infinis, c'est des gens, ils sont, ouais, c'est vraiment ça, intouchables. Mais c'est vrai que là, le fait d'être à la fois dans leur intimité, mais de pas réussir à les saisir, c'est assez spécial. Peut-être une volonté de l'autrice de retranscrire cette impression aussi d'invulnérabilité et de quasi-supériorité. Et d'ailleurs, voilà, on les voit devenir de plus en plus humains, entre guillemets, dans le sens où ils vont devenir de plus en plus vulnérables, touchants. Mais c'est vrai que pendant toute la lecture, j'ai eu l'impression de
voilà, de pas réussir à les saisir complètement. Sinon, c'était très beau. J'ai aussi appris des choses. Moi, c'est vrai que je connais assez peu ce conflit, hein. Un petit peu, j'ai suivi un petit peu au début. C'est vrai que maintenant, j'ai tendance à plus forcément me renseigner assez sur les conflits, parce que tout simplement, c'est une énorme source. Bah, c'est extrêmement angoissant, hein. Puis, je suis quelqu'un de très empathique, et donc voilà. Mais je sais que c'est important, et je sais qu'il faut que je le fasse plus. Et ça aussi, pour moi, la fiction a un peu ce rôle de tampon, je sais pas trop comment dire, mais de me dire oui c'est vrai, mais c'est pas vrai pour eux exactement, enfin je sais pas comment dire, enfin voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, mais effectivement, peut-être ça m'aide à appréhender les choses différemment, disons, que via la télévision, qui, j'avoue, là, j'ai beaucoup de mal. Alors j'allais dire sur une thématique plus joyeuse, mais en fait je viens de voir le titre du roman que j'ai lu après et pas du tout plus joyeux. C'est donc Manuel de survie à l'usage des jeunes filles, écrit par Mick Kitson, qui est publié en brochet chez Métellier et en poche chez Point. Et alors j'avoue que j'avais de grosses attentes sur ce roman, parce que je suis très fan quand même de trucs un peu survivalistes. Ici on n'est pas du tout sur une dystopie, par contre on est sur du survivalisme, puisqu'effectivement on va suivre deux sœurs qui vont un petit peu, même complètement fuguées de leur foyer pour échapper à une intense violence familiale. Et donc elles vont se retrouver dans la nature, hein. C'est vraiment le but de la grande sœur. Ça fait 1 an qu'elle prépare cette évasion, et elle a prévu tout simplement de prendre soin de sa petite sœur dans un milieu hostile, puisqu'elles arrivent en plein hiver dans une des forêts les plus sauvages des Highlands, et elle se trouve assez loin aussi de la première ville alentour. Donc ça, la grande sœur, elle a préparé pendant tout ce temps-là vraiment leur fuite, en achetant toutes sortes de choses sur Amazon. Alors on nous parle pas mal d'Amazon. À ce stade, on dirait presque un placement de produit. Mais en fait, je pense que c'est parce que je comprends le délire, c'est parce que c'est facile d'accès depuis chez elle. Elle pouvait pas trop se permettre d'aller en magasin ou quoi. Donc effectivement, elle a passé des commandes en scred, voilà. Voilà, pas compliqué, mais c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi on parle autant d'Amazon. Même dans le résumé, on nous en parle. Enfin voilà, sur internet, ça suffisait, mais bon, pourquoi pas. Elle a beaucoup lu, elle a regardé énormément de tutos, de documentaires de survie sur YouTube et sur internet. Et donc elle sait faire plein de choses, puisque visiblement elle est très observatrice, elle apprend vite. Donc on commence vraiment par cette fuite, et au fur et à mesure de la lecture, on va comprendre ce qui a amené Sal à fuguer avec sa sœur. On va comprendre un petit peu le contexte dans lequel elles ont grandi, et la psychologie de ces personnages. Et alors cette lecture m'a beaucoup perturbée, parce que j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé le propos, j'ai aimé vraiment globalement plein de trucs, mais ça l'a pas fait du tout au final, parce que je sais pas si c'est que c'est mal écrit, enfin ou écrit bizarrement, ou si c'est mal traduit, mais alors le style, ça colle pas du tout, puisque on a une écriture avec énormément de répétitions, une quasi-absence de virgule, et pour moi, c'est une volonté qui a été faite de nous faire croire que c'est une narration enfantine. Un petit peu, vous voyez, comme un enfant pourrait s'exprimer sans virgule et nanana, nanana, nanana. Sauf que, on parle d'une ado de 13 ans ici, puisque ça, elle a 13 ans, et que visiblement, elle est quand même assez brillante, qu'elle lit beaucoup, et je vois pas à quel moment, à 13 ans, on s'exprime comme ça. Ça serait une narration d'un enfant de 6 ans, pourquoi pas, et déjà je trouverais ça un petit peu pénible à lire. Mais là, non, à 13 ans, tu fais des phrases complètement classiques, enfin surtout alors elle a quand même un profil assez particulier, elle avait quand même visiblement un peu du mal à l'école, mais pas sur ce truc-là, je pense pas en tout cas. Et puis même, dans tous les cas, juste c'est trop désagréable à lire. On finit par s'y faire, hein, mais c'est pas fluide, c'est pas intéressant comme style. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage, parce que sinon le récit était vraiment intéressant, il y a eu énormément de thèmes d'abordés qui étaient très forts, très durs, hein, c'est quand même très dur. J'adore moi les histoires de survie, et j'ai trouvé que celle-ci était finalement étonnamment plausible, et ça me faisait un peu peur au début, parce que quand même, une enfant et une ado qui se retrouvent à fuir dans la forêt en plein hiver, Et j'avoue que, alors si je dis plausible, mais plausible jusqu'à la rencontre d'un personnage qui, j'avoue, m'a un peu fait l'effet d'un oh bah tiens donc, c'est pratique pour le scénario. Bon, pourquoi pas, parce qu'on découvre aussi son histoire à ce personnage, et on se dit oui, bon, ok, pourquoi pas cette personne dans la forêt, pourquoi pas. Mais
un peu pratique quand même, hein, parce que je pense que c'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens qui vivent dans la forêt en Angleterre comme ça, parce que ça se passe clairement à notre époque, hein, ça se passe ni dans un futur ou un passé. Donc c'est vrai que un peu étonnant ce truc. Donc en gros, impression très bizarre puisque j'ai aimé l'histoire, mais j'ai pas aimé la lecture. Voilà. Donc très mitigé finalement. Passons maintenant à de la jeunesse, puisque j'ai enfin découvert le tome 1 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, qui est publié en brochet et en relié pour le tome 1 chez Lumen, et en poche chez PKJ. Et voici donc ma première lecture audio du mois. C'est une histoire assez classique de fantasy, donc une jeune fille qui est dans notre monde, qui se retrouve à passer dans un autre monde parce qu'en fait elle a des pouvoirs et que c'est la fille perdue dont on ne sait trop qui. Bon, voilà, ça fait un peu penser au début de la quête des Willan et tout, mais alors moi j'avoue que je suis vraiment une fan de la quête des Willan, et que du coup j'ai retrouvé des éléments de ça qui m'ont plu, et le délire fantasy jeunesse, mais voilà, je pense que j'aurais adoré enfant, mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, il y a trop de schémas récurrents, il y a des grosses facilités scénaristiques, et bon bah voilà, j'ai eu un peu de mal à passer outre. Et c'est vrai que là où certaines œuvres jeunesse vont offrir plusieurs niveaux de lecture et satisfaire aussi bien les enfants que les adultes, ici c'est vrai que j'ai trouvé que le scénario manquait un peu de finesse, de nuances pour plaire aux plus grands, même si j'ai quand même passé un super moment aux côtés de Sophie, avec ce monde un peu merveilleux des elfes, avec un univers très chouette, et franchement c'est bien écrit, c'est divertissant, il y a beaucoup d'action, les personnages sont très sympas. Je vais voir si je continue la saga, je vais peut-être continuer un petit peu. Je suis pas sûre, j'avoue, du coup, d'aller au bout des 9 tomes. Et alors, je crois que c'est clair que je dirais pas les demi-tomes, parce que, alors ça, c'est un truc qui m'énerve un peu. Mais voilà, les 7,5, 8,5, 9,5, je sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a 13 en tout, un truc comme ça, parce qu'il y a plein de demi. Pourquoi faire ça, vraiment? Surtout que pour le coup, j'ai regardé sur Babelio, ils sont beaucoup moins bien notés que les tomes entiers. Donc je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment nécessaires. Après, je me renseignerai. Donc voilà, peut-être que je vais continuer, mais on n'est pas à l'abri que je me dise, bon écoute, c'était sympa pour un tome, on va peut-être s'arrêter là. Alors là, on entre dans le dur, parce que cette année, j'ai un peu pour objectif de lire environ, j'aimerais bien, un essai par mois, et également un classique, alors peut-être pas par mois, mais en tout cas, vraiment inclure les classiques dans mes habitudes de lecture, parce qu'en fait, j'en lis de temps en temps, et à chaque fois, parce que je les choisis très bien, faut dire, à chaque fois, j'adore. Je trouve que ça nourrit énormément mon vocabulaire. Également, je trouve que c'est absolument délectable à lire. La plume est en général assez merveilleuse, en tout cas pour les classiques que je lis. Parce que j'avoue que je me lancerai pas dans tout, hein. Moi je suis pas... Peut-être un jour, mais je suis pas trop truc Zola et tout, j'avoue que c'est pas ce qui m'attire, pour le moment en tout cas. Mais alors moi, les classiques féminins du 19e là, ça c'est ma came. Et donc, ça faisait des années que je voulais lire Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, et c'est enfin chose faite, puisque à Noël, j'ai demandé la nouvelle édition aux éditions Hurlevent, justement, des Hauts de Hurlevent. Sachez que je n'ai pas du tout eu cette édition, j'ai eu une autre, qui est également très belle. Donc moi, celle que j'ai eue, qui n'est pas non plus la même traduction du coup, c'est celle de chez Gallimard Papillon Noir, et donc c'est illustré par Isabella Mazzanti. C'est un relié magnifique avec de très très belles illustrations à l'aquarelle et au crayon de couleur. Et alors là, je suis entrée dans un truc... En fait, je pense que j'étais prête depuis longtemps et j'étais pas prête à la fois. Et alors, je peux vous dire qu'au moment d'écrire ma chronique, puisque là, tous les livres dont je vous parle, en fait, je chronique tout sur Babelio au fur et à mesure. Et celle-là, j'appréhendais vachement, puisque c'est super dur de chroniquer un tel monument de la littérature, d'autant plus que je le découvre pour la première fois, que j'en ai lu pour le coup aucune analyse, que j'ai plein d'émotions, de questions au moment où je ressors de cette lecture, et qu'effectivement j'en ai à la fois entendu plein de trucs et à la fois rien du tout. Donc voilà, dès le début du roman, de toute façon je savais que ça allait être compliqué cette étape d'écriture. Donc vous voyez, ce que j'ai écrit dans ma chronique, c'est que finalement le mieux c'était pas forcément de chercher à faire de grandes envolées littéraires, parce qu'elles feront bien pas le figure à côté de celles d'Émilie Brontë, mais d'écrire tout simplement ce que j'ai pu tirer de cette lecture marquante à chaud. Donc moi, j'ai toujours entendu parler des Hauts de Hurlevent comme d'une histoire d'amour toxique et torturé, avec Heathcliff, un homme sombre et mélancolique, et Catherine, que je pensais douce et victime de cet amour passionnel. Je ne sais pas pourquoi je me suis imaginé ça, je pense que j'ai fini par imaginer ce truc
au fil des années, au fil des conversations, des extraits entendus de ci, de là. Et donc, c'est avec une grande surprise quand même que j'ai découvert que j'arrivais tranquillement à la moitié du récit et que je me suis dit, en fait, non seulement je ne m'attache pas au personnage, mais surtout, pour le moment, c'est Heathcliff qui est bien le seul à avoir éveillé en moi un semblant d'empathie et de compréhension. Là, je me suis dit, est-ce que je suis un psychopathe ? On ne sait pas. Donc, en fait, plus j'avançais dans l'histoire, plus je détestais les personnages, plus je me rendais compte que ce livre n'était pas du tout une histoire d'amour, ni même torturée, ni même quoi que ce soit, puisqu'en fait, pour moi, c'est une histoire de passion, de la haine. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup comme une histoire de vengeance, ça va bien au-delà pour moi de la vengeance. C'est-à-dire que Heathcliff, il dépasse sa vengeance, ça va bien plus loin. Donc je vais pas vraiment faire de résumé parce que je trouve que, bon déjà, il en existe plein, et à la fois je trouve ça assez complexe à résumer. Donc je vais plutôt parler de mes impressions, je pense que c'est plus intéressant, sans spoil, hein, vous inquiétez pas, parce que moi franchement, les gens qui spoilent les classiques sous prétexte que ça fait longtemps que c'est sorti et que tout le monde les a lus, ben non, 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 non. Moi, par exemple, je m'étais fait spoiler quelques trucs sur les Hauts du Hurlevent et j'avais pas du tout envie de me faire spoiler tout ça. Donc, Heathcliff, il a eu une enfance très difficile, donc on comprend dès le départ comment et pourquoi il pourrait ne pas devenir quelqu'un de bien. Mais alors, par contre, il n'y a rien qui nous prépare à un tel degré de cruauté. C'est-à-dire qu'il n'y a que la haine qui l'anime, même si, étonnamment, on ne doute pas un seul instant de l'amour qu'il porte à Catherine. C'est pour ça que cette relation est très très spéciale quand même, hein. Parce que c'est pas... puisque c'est pas un faux amour, où on dit pas qu'il fait pas des vraies preuves d'amour ou autre, il ne vit que pour elle et pour la haine. Catherine, quant à elle, je l'ai trouvée aussi insaisissable qu'insupportable. Je trouvais qu'il était extrêmement dur de s'attacher à elle, parce que tout simplement, elle est d'un égoïsme extrême et que cet égoïsme brille et éteint globalement tout ce qui pourrait faire d'elle une héroïne. Donc les autres personnages à côté de ces deux-là paraissent presque plus humains et avec une moralité variable à grise, enfin, quoique il y en a d'autres qui sont des sacrés monstres quand même. Mais c'est vrai que même la narratrice, qui est donc alors je sais plus comment c'est, la femme de chambre de Catherine, puis de d'autres personnages, elle va pas mal changer de poste un petit peu au fil des années, eh ben elle... c'est difficile de s'attacher à elle parce que à la fois on l'aime assez bien, elle est toujours présente, et à la fois elle est rude. Mais bon, c'était aussi une autre époque, hein. Je pense que voilà, les gens étaient aussi peut-être beaucoup plus rudes, certainement. En tout cas, c'est éminemment bien écrit, c'est extrêmement bien décrit. On ressent que clairement, c'est une très fine analyse des paradoxes et des sentiments humains, surtout dans ce qu'il y a de pire, hein, franchement. Mais voilà, j'ai été quand même ravie de découvrir au fil des pages que on apprend à connaître aussi une nouvelle génération qui répare, qui apaise, qui est pas facile non plus, hein. J'ai trouvé que c'était un roman splendide, qui était à la fois très sensible et très cruel. C'est une histoire qui est terrible, qui est dure, mais dans un sens qui est aussi belle et porteuse d'espoir. Moi, je suis hyper contente de l'avoir enfin lu, et donc je ne peux que regretter qu'il soit le seul livre d'Emily Brontë, puisqu'elle est décédée très peu de temps après l'avoir écrit, et c'est une œuvre assez magistrale. Donc moi, je pense que là, dans les semaines à venir, je vais non seulement découvrir les différentes adaptations de ce livre, puisque ma mère voudrait qu'on regarde le film... alors je saurais pas vous dire quelle adaptation c'est, mais un film qui commence à dater un petit peu maintenant, qui est déjà sorti depuis longtemps. Voilà, et il y a également le nouveau film Hurlevent, donc, qui sort au cinéma. Je ne sais pas du tout quoi en penser, parce que, de toute façon, je ne sais pas de quoi exactement ça va parler, je sais pas si c'est romancé. Très certainement, je pense que ça l'est. J'espère que ce n'est pas romantisé, parce que si c'est pour romantiser cette histoire, franchement, valait mieux écrire un autre scénario, et même avec des personnages torturés, même en se disant que c'est une influence, mais peut-être pas nommer ça Hurlevent, et peut-être pas nommer les personnages Heathcliff et Catherine, parce que vraiment, il n'y a rien de romantique là-dedans. J'ai également, maintenant que je vous ai donné un petit peu ce truc à la fois à chaud et à la fois sans franchement analyse, hein. Moi, j'ai lu, j'étais juste en mode effarée de tant de cruauté, hein. Franchement, il y a des scènes horribles, et j'ai trop envie maintenant de découvrir des analyses plus fines pour comprendre, pour cerner et un petit peu disséquer ce texte qui est vraiment sombre, puissant et à la fois aussi très troublant. Et ce mois-ci, j'ai découvert également un essai. Donc je suis très contente d'avoir commencé l'année en tenant vraiment mes bonnes résolutions littéraires.
puisque j'ai lu Pour un soulèvement écologique de Camille Etienne. C'est un livre qui est publié en brochet chez Seuil et en poche chez Point. C'est une femme qui a seulement 1 an de plus que moi et que vraiment à chaque fois que je me rappelle son âge, je me dis what the fuck, vraiment, qu'est-ce que je fais de ma vie en fait. Mais bon, écoutez, je la trouve passionnante, je la trouve très courageuse et je la trouve extrêmement impressionnante surtout, de par notamment sa détermination. Donc forcément, j'avais très envie de découvrir ce texte, surtout que voilà, l'écologie, c'est une thématique qui à la fois m'intéresse, et j'avoue que c'est un petit peu la thématique sur laquelle je me concentre un petit peu quand j'apprends des choses et tout, c'est un peu, j'avoue, ma ligne directrice. Et j'aimerais vraiment tellement faire plus que ce que je fais, parce que vraiment, je me considère comme quelqu'un d'engagé de par mes idées, mais je trouve que ça ne se ressent pas du tout dans mon quotidien, et j'ai vraiment envie de faire mieux, et donc ce genre d'ouvrage, justement, a ce pouvoir, je trouve, de pousser à l'action. Donc franchement, pour moi, plus qu'un essai, c'est quasiment un manifeste plutôt qu'elle a écrit ici, avec vraiment des phrases assez percutantes, qui résonnent fortement. On a à la fois des exemples, par exemple d'une utilisation des ressources fossiles aberrantes, qui donnent un peu une envie de se révolter quand même, avec des exemples de destruction d'espaces naturels, etc. On a également une analyse de l'inaction des humains face à une fin inéluctable si les choses n'évoluent pas. Et donc Camille Etienne appelle vraiment un soulèvement individuel, un soulèvement global, tout simplement pour la vie, et pour la liberté, pour notre milieu de vie. Elle nous parle à la fois de la peur qui va paralyser, mais aussi de la peur qui pousse à l'action, de la nécessité de changer les choses, de changer le monde, et de désobéir, non pas par obstination, par caprice, par anarchisme, mais vraiment, en fait, tout simplement pour une question de vie, de survie. Et donc, finalement, plus qu'un appel au militantisme ou à la manifestation, c'est un appel au changement de fond, à l'action et à la solidarité. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, j'ai trouvé que c'était à la fois intime et général. Je trouve que ça peut parler à tout le monde, c'est plein d'exemples parlants, il y a des chiffres sans que ça soit lourd, c'est facile à lire, facile à découvrir. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très intéressant, et j'ai trouvé ça très porteur également d'engagement. Bon, ensuite celui-là, j'avoue que j'ai un peu hésité à le mettre, parce que à la fois c'était tellement court que je sais même pas si ça peut compter comme un livre, surtout que je l'ai écouté en audio. Mais j'ai découvert un deuxième essai, c'est Une écologie des relations de Philippe Descola, et alors vraiment 1 heure d'écoute, donc pas bien long, j'ai écouté ça comme un podcast. C'était donc une très courte lecture, intéressante, c'est tout simplement l'analyse d'un ethnologue, ethnographe, anthropologue à propos des relations qu'entretiennent les humains avec la nature, et aussi avec les autres êtres à travers son expérience du terrain au sein de la tribu des Achuars en Amérique latine et de ses recherches. Le livre audio était un petit peu spécial parce que ça prenait un peu, oui c'est ça, l'apparence d'un podcast ou d'une conférence. Du coup c'était lu par l'auteur, et je voyais bien qu'il y avait beaucoup d'hésitations, de trucs comme ça. Donc franchement, vu la diction, j'ai supposé qu'il y avait des petits ajouts personnels. En tout cas, c'était très intéressant, sur un sujet que je connais très peu. Je trouve ça voilà, intéressant, sans que ça m'ait non plus passionné, mais voilà, une chouette découverte. De toute façon, j'aime bien apprendre des trucs comme ça, des fois, sans forcément après chercher à creuser le sujet, mais juste ça nourrit un petit peu, voilà, 1 heure d'écoute sur un sujet que je connais pas, voilà. Et donc j'ai oublié de le dire, mais vous pouvez retrouver ce livre aux éditions CNRS, et sinon sur Nextory en audio. Et la dernière lecture, et pas des moindres, puisque franchement j'en attendais pas grand chose, tout simplement parce que moi, la romantaisie, ça ne m'attire pas. Mais le fait est que, quand je les choisis bien, à chaque fois, ça match de ouf. Donc ça c'est un livre, j'avoue que le résumé en plus m'attirait pas spécialement, le nom non plus, les thématiques et tout. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs je me suis lancée dedans. Je pense que c'est à force d'en entendre parler par des gens qui n'ont pas forcément non plus l'habitude de lire de la romantaisie et qui pourtant l'ont adoré. Je crois, voilà, je me suis dit, mais peut-être que c'est pas mal finalement. Et alors écoutez, mais trop bonne découverte, j'étais à fond, je n'arrivais pas à le lâcher. J'ai donc enfin découvert Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer, et il est publié en brochet et relié chez Calix. Je l'ai lu sur ma liseuse, et à l'instant où j'ai refermé, je me suis dit, j'ai envie d'aller l'acheter en joli relié. Je pense que ça ne va pas tarder. En général, j'essaie de poser un petit peu mon esprit après avoir lu un livre très addictif comme ça, histoire de pas faire d'achat
bête, parce que franchement, moi quand je réfléchis comme ça, j'ai l'impression que c'est une nécessité, et puis 3 jours après, des fois, c'est un peu passé. Là, franchement, j'ai vraiment envie de la voir, je le trouve très chouette, et j'aurais plaisir à le relire aussi un jour. Donc, Assistant to the Villain, pourquoi ça me plaisait pas tant que ça? Parce que moi, j'aime les gentils garçons. Et donc là, imaginez qu'on suit une histoire avec un méchant, avec un vilain, ça me hypait pas de ouf. Et pourtant, c'est vrai que finalement, c'est très sympa. Donc ici, on a Evie Sage, qui est une jeune femme qui galère à retrouver un emploi parce qu'elle vient de quitter son emploi précédent parce que son patron était un sale porc, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Sauf que Evie, elle a une famille à charge puisqu'elle s'occupe de son père qui est malade et qui ne peut plus travailler, ainsi que de sa petite sœur de 10 ans. Et un jour où elle se balade dans la forêt à côté de son village, forêt d'ailleurs assez déconseillée puisque visiblement il y a un terrible vilain qui sévit dans le coin, donc il y a vraiment un méchant de conte qui pille des villages et brûle des baraques. C'est Orelsan ça, non? Et donc Evie va tomber sur une scène un peu chaotique, une scène de bagarre où il y a l'air d'avoir des gardes royaux, un mec, bref, un peu le bordel. Je ne sais même plus comment elle se retrouve du côté du mec, et ils vont partir ensemble sur les petits chemins, et elle va découvrir non seulement que c'est le vilain, qu'il n'est pas du tout aussi vilain physiquement que ce que tout le monde raconte, ce n'est pas du tout un vieillard au nez crochu, c'est un très 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 beau garçon brun ténébreux, vous voyez le délire, hein, on aime bien. Et donc Evie, c'est pas le genre à être effrayée facilement, elle est un peu de tête brûlée quand même, et surtout là, elle a pas trop de raison d'avoir peur. Elle sent bien qu'elle devrait avoir peur, mais bah elle ressent pas de ouf de la peur quoi. Et donc elle va commencer à discuter avec lui, elle va lui dire qu'elle cherche un taf, et lui va se dire bah de toute façon je crois que pas trop de solutions, elle sait qui je suis alors que j'essaye de protéger mon identité, donc c'est soit je la tue, soit je l'embauche. Donc il va l'embaucher comme assistante, elle un petit peu surprise, elle se dit let's go. Et donc on va finalement la suivre au fil des mois, devenir un rouage extrêmement important au manoir du vilain, qui emploie d'ailleurs un certain nombre d'employés, hein. Je crois qu'ils sont 102 à travailler au manoir, donc voilà. Vilain finalement qui participe très fortement à l'économie locale, hein. Donc ce méchant, il est méchant, franchement, on peut pas dire, hein. Il tue des gens, il coupe des têtes, en plus il les expose dans son manoir, ça me dégue. Il torture des gens au sous-sol, mais, côté un petit peu justicier, voilà, c'est pas un bad boy si vous voulez, ça reste un gentil garçon, hein, franchement. C'est pour ça que ça m'a eu, hein. C'est pour ça que ça m'a, c'est bon, moi j'étais convaincue parce que moi j'avoue que c'est pas trop mon délire la torture et tout, mais finalement il est cute. Je sais pas comment vous expliquer. Moi aussi ça m'a surpris. Donc voilà, c'était génial, j'ai adoré, j'ai ri, j'ai été étonnée, j'ai été surprise parce que vraiment il y a des sacrés twists quand même. J'ai évidemment fantasmé sur Tristan parce que qui ne l'a pas fait en ayant lu le livre? Franchement, qui? Et pourtant, je vous le rappelle, hein, je suis pas une fille dark, moi, hein, j'aime les garçons gentils. Mais lui, je sais pas, il a un truc. Donc voilà comment, encore une fois, je me suis retrouvée à lire un livre que je n'avais pas du tout prévu de découvrir initialement parce que trop hypé, trop romantasy, trop le genre qui va me faire lever les yeux au ciel, et de le terminer finalement en me disant mais pourquoi personne m'avait prévenu que c'était aussi bien? Alors que, si Esther, tout le monde t'avait prévenu que c'était aussi bien. Mais que voulez-vous? Il faut croire qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un qui va être attiré par la romantaisie, mais en revanche, quand je l'ai choisi bien, et ben là, ça fonctionne. Donc voilà, je me tâte encore pour Fourth Wing, que j'avais vraiment écarté de ma wishlist, ou enfin en tout cas de mes envies de lecture. Je me dis, peut-être ça le ferait quand même. Donc voilà, faut bien que je les choisisse, faut que j'attende de voir les avis, de voir si des gens qui ont à peu près les mêmes goûts littéraires que moi aiment. Et quand c'est comme ça fonctionne très bien, puisque l'année dernière, j'avais lu Divine Rivalité, que j'avais adoré. Et voilà, faut que je continue sur cette lancée, c'est vraiment trop cool. En tout cas, j'ai trop hâte d'acheter la jolie édition collector et de le glisser dans ma bibliothèque, qui va être trop beau. J'ai trouvé ça trop, trop bien en tout cas. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner un personnage très important, puisqu'on se retrouve avec la petite grenouille Kingsley. Alors je crois qu'ils disent grenouille, mais pour moi, si c'est un peu le délire conte, c'est censé être un crapaud plutôt. Donc petite grenouille qui a une petite couronne sur la tête. Je ne doute pas que dans les tomes suivants, il va se transformer en prince. Je vois pas comment c'est possible autrement. Avec une couronne sur la tête, c'est... Vous voyez, il va falloir un petit bisou. Ça, c'est sûr. En tout cas, pour le moment, c'est le prisonnier de notre méchant. Et je trouve ses interventions discrètes, rares et très drôles. Puisque voilà, cette petite grenouille qui finalement n'est pas douée de paroles va inscrire de temps en temps
un petit mot sur sa petite ardoise et va la lever et va ponctuer ainsi le récit de au secours, danger, mais je sais pas, dit comme ça c'est nul, mais je vous jure que c'est drôle dans le livre. Donc voilà, trop bonne découverte, j'ai kiffé, j'ai hâte de lire la suite, et je trouve que c'est plutôt une bonne façon de conclure à la fois le mois et à la fois cette update lecture. Moi j'ai trouvé ce format génial, j'ai adoré en fait enregistrer ça, je trouve ça génial de pas me frustrer à ne pas parler de certains livres parce que ça rentre pas dans les cases que je veux faire pour tel ou tel épisode de podcast. Là c'est trop bien, je peux parler de tout à la fin de l'année, il y aura vraiment une belle rétrospective de tout ce que j'ai pu lire, je trouve ça trop bien. Et puis surtout j'espère que ça peut vous donner des idées de lecture, que ça peut vous motiver à lire enfin certains livres qui peut-être traînent depuis un moment chez vous. N'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun, si on a que vous avez adoré, détesté, peu importe. Moi, j'ai été trop contente de l'enregistrer, vraiment, j'ai déjà trop hâte d'être en février et de vous parler de tout ça. Si jamais vous voulez noter les titres, tout est toujours en barre de description. Et puis, vous avez aussi les différents réseaux. Enfin, de toute façon, c'est pas compliqué, j'en ai qu'un. Instagram, sur lequel je poste de façon très décousue. Donc, enfin non, d'ailleurs, en story décousue plutôt. Et également Babelio. Là, par contre, vous pouvez y aller. Moi, c'est mon réseau number one. Je suis plus active sur Babelio que à mes fourneaux. C'est n'importe quoi ça. Je sais pas, j'ai sorti juste un truc qui rime, mais c'est pas vrai du tout. Je mange quand même. Et donc voilà, en gros, tout ça est en description. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cet épisode. Et puis, ben, à très vite pour un nouveau chapitre.